À la une de cette édition du journal Agression de la RDC, le procès contre le Rwanda à la Cour de justice de l'EAC s'ouvre ce jeudi à Arusha en Tanzanie. La RDC a déposé plainte contre son voisin pour ses atrocités commises sur les populations civiles. Et processus électoral, la CENI a déposé son rapport annuel à l'Assemblée nationale. Son président, Denis Kadima, a annoncé poursuivre dans les régions où les élections ont été annulées le processus électoral, notamment à Yakoma, dans le nord Ubangi, et à Massimanemba, dans le Kwilu. Dans le monde, Benjamin Netanyahou, opposé à la proposition de cessez-le-feu de Paris et de Washington, une trêve de 21 jours obtenue par les deux pays et auquel s'est joint des pays arabes, le Japon et d'autres pays du monde. Le Premier ministre israélien a quant à lui ordonné de nouvelles frappes sur le Liban. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Je le disais dans le titre, il s'est ouvert ce jeudi en Tanzanie pour le procès sur les atrocités perpétrées par l'armée rwandaise en RDC. La Cour de justice de l'EAC va se prononcer sur la plainte de la RDC sur la violation de sa souveraineté et de son intégrité nationale dans l'est du pays. En tête de la délégation, le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba qui s'engage à porter haut le plaidoyer du pays dans cette instance régionale. Cette première audience constitue une session d'introduction au cours de laquelle la RDC est appelée à prouver la culpabilité du Rwanda qui, avec sa rébellion le M23, violerait l'acte instituant la communauté des États d'Afrique de l'Est. À la Défense nationale, le vice-premier ministre, Guy Kabombo Mwandia Vita, a reçu le caucus des députés de la Chopo, du Maïndombe, ainsi que de l'Ituri. Au menu, les questions liées à la situation sécuritaire dans ces provinces. Guy Kabombo a rassuré les élus de ne ménager aucun effort pour restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. C'était une journée sans répit pour les patrons de la Défense nationale qui a reçu à tour de rôle les caucus des députés nationaux et provinciaux venus échanger sur les préoccupations sécuritaires dans les provinces de la Chopo, Maïndombe et l'Ituri après leurs vacances parlementaires. Les élus de la Chopo ont présenté au VPM de la Défense les préoccupations sur l'insécurité grandissante dans leur province. Les échanges ont porté sur le problème sécuritaire dans chaque territoire. Les collègues qui m'accompagnent, chacun a évoqué respectivement le problème qui se pose dans chaque territoire. Nos préoccupations telles que nous les avons présentées ont été prises en compte. Et d'ailleurs, je tiens à annoncer que une partie des députés nationaux vont accompagner, n'est-ce pas, le ministre de la Défense qui se rendra chez nous dans la province de la Chopo. Le caucus des élus du Maïndombe a passé au peigne fin les questions sécuritaires avec la barbarie persistante de la milice Mombondo à Yumbi, Kwamut et Osui. Nous avons observé dans le chef de son Excellence, Monsieur le ministre, la volonté de accompagner le processus de paix actuellement en cours et de œuvrer pour que les populations qui sont déplacées à cause des violences qui sont signalées ça et là, de regagner leur zone de travail, d'activité. La délégation des élus provinciaux de l'Ituri, conduite par son président de l'Assemblée provinciale, a présenté également les préoccupations sécuritaires de cette contrée. Très réceptif, le ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwandia Vita, a partagé une analyse détaillée de la situation sécuritaire actuelle, certains défis auxquels les FARDC sont confrontés et les quelques développements récents sur terrain. Leur assurant de ne ménager aucun effort pour la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national, suivant la vision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, Félix Tshisekedi Tshilombo.
Et près de 2000 prisonniers ont été déjà libérés de la prison de Makala dans le cadre du désengorgement de ce centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, réputé pour sa surpopulation. C'est sur instruction du ministre d'État en charge de la justice. Mais comment cela est perçu par les dignitaires de l'actuel pouvoir? La réponse avec Christian Kalonji dans cet élément. Construite depuis l'époque coloniale pour occuper 1500 personnes, la prison centrale de Makala abrite aujourd'hui près de 15 000 prisonniers, parmi lesquels des détenus préventifs ainsi que des condamnés. Pour lutter contre la surpopulation au sein de ce centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a entamé un processus de désengorgement avec un total de plus de 2500 prisonniers déjà libérés à ce jour. Cette action est diversement commentée par les caciques du pouvoir en place. Steve Mikaï, membre de l'Union Sacrée, a déclaré sur son compte Twitter « Ce qui suit, nous avons apprécié à sa juste valeur l'acte posé par le ministre de la Justice en ordonnant la libération des milliers de prisonniers en vue de désengorger la prison. La méchanceté de nos magistrats est telle que M. Kumbungoy, par exemple, a eu à passer 21 ans à Makala sans avoir été jugé. Et sur 15 000 prisonniers gardés dans cet enfer, seuls 3 000 seraient déjà condamnés. » Fin de citation. De son côté, Peter Kazadi, ex-vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité et haut cadre de l'UDPS, qui n'a pas tardé à réagir sur son compte X, pense que vider les prisons en déversant ces criminels dans les rues n'est nullement la réponse au problème de la surpopulation carcérale. La seule solution efficace demeure la construction des prisons à travers le pays pour y enfermer tous les bandits et voleurs des deniers publics. Il est temps d'épargner à nos populations la politique spectacle fondée à la fois sur des conflits permanents et la victimisation. Le peuple a besoin des solutions bien réfléchies plutôt que d'assister à la théâtralisation de la vie politique. Fin de citation. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, qui n'entend pas s'arrêter là, compte poursuivre avec le désengorgement de la prison de Makala en améliorant les conditions carcérales conformément à la vision du chef de l'État. Et la prison centrale de Kananga, surchargée avec près de 600 détenus pour une capacité initiale de 300, fait face à une crise humanitaire exacerbée par un manque d'eau potable et des conditions de vie déplorables. Les autorités, conscientes de la gravité de la situation, s'engagent à prendre des mesures pour désengorger cet établissement pénitentiaire en état de délabrement très avancé. La prison centrale de Kananga, initialement conçue pour accueillir 300 détenus, fait face à un problème de surpeuplement alarmant. Selon les coordonnateurs provinciaux de l'Association congolaise des droits de l'homme, cet établissement pénitentiaire compte désormais plus de 600 détenus. Ces derniers soulignent que la prison ne souffre pas seulement de la surpopulation, mais également d'un manque crucial d'eau potable pour les détenus, ce qui aggrave leurs conditions de vie. À ce jour, on est au-delà de 200% de sa capacité d'accueil, c'est-à-dire le nombre avoisine déjà au-delà de 600 personnes. C'est une situation inquiétante. Il faut aussi dire que les conditions ne sont pas réunies pour que ces présumés innocents ou les condamnés, les citoyens qui ont toute la liberté, bien qu'en détention. Arthur Padingani indique que des discussions sont en cours entre toutes les parties prenantes pour mettre en œuvre les mesures annoncées par le ministre national de la Justice et garde des Sceaux visant à désengorger cette maison de rééducation. Il y a déjà un travail que nous avons amorcé, puisque nous avons entendu que le ministre de la Justice et garde des Sceaux sera aussi dans nos milieux. Nous avons fait déjà un travail, bien sûr, la CNDH, de l'Eprodoc. Bon, des listes ont été établies, on va voir si jamais nous aurons des instructions ou le ministre des Centrales lui-même ici pour aussi entamer des désengorgements. De plus, la prison centrale de Kananga se trouve dans un état de délabrement avancé, ce qui complique encore la situation des détenus et soulève des vives inquiétudes quant à leurs conditions de vie.
Et tout est fin prêt pour que les élections législatives soient organisées à Yakoma et à Masimanimba, deux territoires appartenant aux provinces du Nord-Ubangi et du Kwilu. Affirmation du président de la Commission électorale nationale indépendante à l'issue d'une séance de travail avec le bureau de l'Assemblée nationale. Au cours de la dite séance, Denis Kadima a présenté également le rapport annuel de son institution. Dans le cadre du rapprochement entre la Commission électorale nationale indépendante et l'Assemblée nationale, le bureau de la CENI a sollicité et obtenu des échanges avec le bureau de la Chambre basse du Parlement de la présente législature pour une première prise de contact depuis son installation. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation de la CENI, conduite par son président Denis Kadima Kazadi, a eu une séance de travail avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, accompagné du rapporteur adjoint Dominique Munongo. Ensemble, ils ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachevé à ce jour, faute de moyens, comme l'a précisé Denis Kadima. Les animateurs de la CENI ont premièrement présenté les réalisations de cette institution d'appui à la démocratie contenues dans leur rapport annuel récemment publié avant de soulever les multiples préoccupations liées au fonctionnement de la CENI et celles des questions du financement du reste du processus électoral. Denis Kadima a déclaré qu'avec l'appui du gouvernement, tout était fin prêt pour organiser les élections d'abord à Yakoma et Masimanimba avant de poursuivre avec le cas spécifique de Masisi et Rutshuru. C'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. Le président de l'Assemblée nationale a tenu à préciser que les cas des conseillers communaux évoluent bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge, mais qu'il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour parachever le reste du processus électoral afin de lever l'équivoque de la dichotomie observée actuellement dans différentes municipalités. Et puis dans un contexte de préoccupation croissante autour de la santé publique, le Mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe, continue de susciter l'inquiétude alors que la maladie se propage. Les écoles, lieux de rassemblement pour des milliers d'élèves, deviennent des foyers potentiels de contamination. Malgré les recommandations des autorités sanitaires, de nombreuses institutions ne respectent pas les mesures d'hygiène essentielles, mettant ainsi en danger la santé des jeunes et de leur entourage. À Kinshasa, alors que la maladie Mpox aurait fait surface, les élèves semblent mener une vie normale, ignorant les risques qui les entourent. Les statistiques sont alarmantes. Le dernier bilan, selon le CDC Africa RDC, faisait état de 17 342 cas suspects, dont 3 167 cas confirmés en laboratoire par l'Institut national de santé publique et 582 personnes mortes de cette épidémie. Malgré les recommandations des autorités sanitaires, peu d'élèves portent des masques. Les dispositifs de lavage des mains sont souvent vides ou inexistants. Bien que conscients des risques, les élèves et les enseignants semblent débordés et peu préparés. Ces élèves expriment leur frustration face à cette négligence. Ils craignent pour leur santé dans un contexte où la vigilance fait défaut. Les mesures de prévention ne sont pas respectées, c'est-à-dire comme si peut-être on part se soulager, pour laver les mains, il n'y a pas moyen parce qu'il n'y a pas d'eau, ou peut-être même avant de manger, on ne peut pas laver les mains sans eau. Je crois qu'il faudrait appliquer les gestes barrières pour éviter la propagation de cette maladie, se préserver et aussi préserver notre entourage. Pendant que la République démocratique du Congo lutte contre la résurgence du Mpox, l'absence de la vigilance dans les écoles soulève des questions cruciales. En lieu et place, c'est à l'aéroport seulement que les dispositions sont prises, comme si la maladie n'existait pas encore au pays. Et l'actualité au Moyen-Orient, je disais aussi en titre, l'espoir d'une trêve dans le sud du Liban, théâtre d'affrontements meurtriers entre l'armée israélienne et le Hezbollah, vient de s'évaporer. C'était le vœu de Paris et Washington qui ont proposé un cessez-le-feu d'une durée de 21 jours. Il a vite été rejeté par Benjamin Netanyahou, qui a refusé toute accalmie à venir et a même demandé à Tsahal de poursuivre les combats.
Dans un communiqué commun publié après les rencontres à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron ont souligné l'importance de parvenir à un règlement durable à la frontière israélo-libanaise. Ils ont exprimé leurs préoccupations face à la détérioration et ont affirmé avoir collaboré étroitement pour formuler cet appel conjoint. La France et les États-Unis, rejoints par des pays arabes et européens, appellent à un cessez-le-feu temporaire de 21 jours entre Israël et les Hezbollah afin d'éviter une situation hors de contrôle. L'initiative est également soutenue par l'Union européenne, l'Australie, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Dans leur déclaration commune, ces pays insistent sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat qui pourrait offrir une chance à la diplomatie dans le cadre de crise au Liban et à Gaza. L'appel à un cessez-le-feu intervient à un moment critique où les tensions entre Israël et Hezbollah continuent à s'intensifier. Les dirigeants de ces deux nations exhortent toutes les parties, y compris les gouvernements d'Israël et du Liban, à approuver cette proposition pour permettre des négociations constructives et préserver la situation régionale. Encore faut-il que les belligérants en acceptent le principe, alors que l'État hébreu revendique environ 2000 frappes en 3 jours contre des cibles attribuées au Hezbollah. Plus de 600 personnes ont été tuées au Liban, dont 50 enfants et dont 4 femmes depuis le lundi. Mercredi, Israël a élargi ses frappes à des zones qui n'avaient jamais été ciblées, même lors de la guerre de 2006. Et on va terminer en sport. Éliminatoire CAN, les Léopards seniors convoqués pour la double confrontation contre la Tanzanie. Silas Katompa et William Balikwisha retrouvent la sélection. Sinon, Sébastien Desabre n'a pas bougé, l'ossature qui a été convoqué lors du dernier rassemblement. Et pour le match de la 3e journée qui sera à Kinshasa le 10 octobre, la Confédération africaine de football a désigné 4 officiels zambiens. Le rassemblement des Fauves va débuter le 6 octobre à Kinshasa pour le match du 10 et la manche retour comptant pour la 10e journée se jouera le 5 à Dar es Salaam. Place au rappel des titres à présent. Agression de la RDC, le procès contre le Rwanda à la Cour de justice de l'EAC s'ouvre ce jeudi à Arusha en Tanzanie. La RDC a déposé plainte contre son voisin pour ses atrocités commises sur les populations civiles notamment. Et processus électoral, la CENI a déposé son rapport annuel à l'Assemblée nationale. Son président Denis Kadima a annoncé poursuivre dans les régions où les élections n'ont pas été organisées le processus électoral, notamment à Yakoma dans le nord Ubangi et à Massimanimba dans le Kwilu. Et au Moyen-Orient, Benjamin Netanyahou a opposé à la proposition de cessez-le-feu de Paris et de Washington, une trêve de 21 jours obtenue par les deux pays et auquel s'est joint notamment les pays arabes et le Japon. Le Premier ministre israélien a quant à lui ordonné de nouvelles frappes sur le Liban. On va passer à la revue de presse à présent. Restez avec nous, madame, messieurs. Et la lecture des journaux, comme tous les jeudis, ce sera avec Moïse Chamala qui est déjà là. Moïse, bienvenue à toi. Merci Gaëtan Kouba-Bouranzi et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Alors d'abord, 2 titres, je vois. Félix Tshisekedi exige des sanctions fermes contre le Rwanda. C'était lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'était l'un des discours les plus attendus hier à la 79e Assemblée générale de l'ONU où Félix Tshisekedi a pris la parole dans la soirée. Ici à Kinshasa, à la une du quotidien Les Journaux, il est écrit Gaëtan Kouba-Bouranzi, 79e Assemblée générale de l'ONU, Félix Tshisekedi demande des sanctions ciblées contre les Rwandais. Eh bien Gaëtan, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a profité de son discours lors de cette session de l'Assemblée générale des Nations Unies hier, mercredi 25 septembre, pour dénoncer fermement l'implication du Rwanda dans l'instabilité qui persiste dans l'est de son pays. Gaëtan Kouba-Bouranzi face à ce qu'il considère comme un rôle déstabilisateur
et néfaste du Rwanda, Tshisekedi a appelé la communauté internationale à prendre des mesures fortes. Pour les quotidiens, Forum des As, Félix Tshisekedi a exhorté les Nations Unies à condamner avec fermeté les actions rwandaises et à imposer des sanctions ciblées contre les régimes de Paul Kagame pour son rôle dans cette crise. Le président congolais a souligné que la persistance de cette ingérence qui est un obstacle majeur aux efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Félix Tshisekedi Gaëtan rapporte Info V7 a vivement dénoncé hier mercredi à l'Assemblée des Nations Unies les soutiens du Rwanda au groupe du M23, qualifiant ces derniers des groupes terroristes et en pointant du doigt son rôle dans la crise humanitaire qui sévit dans l'est de la RDC. Pour la prospérité, Félix Tshisekedi aura eu l'émojiste pour désigner par son nom les pays agresseurs de la RDC. Gaëtan Kouba-Bouranzi, pour finir, les journaux, les phares parlent de cette voix du premier des Congolais qui est venu annoncer la candidature à l'un des sièges réservés au continent africain en appelant au soutien des autres États africains en disant notre pays compte également sur les soutiens de la plupart de ses partenaires d'autres continents du monde, a dit le président Tshisekedi. Et les médias sont revenus également sur le sit-in organisé hier par des forces politiques de l'opposition devant le palais des justices réclamant la libération des prisonniers politiques. Effectivement, Gaëtan, un sit-in qui s'est soldé par un dépôt du mémorandum. Dans les colonnes des forums des As, on parle de ces sujets. Gaëtan Kouba-Bouranzi, l'opposition était devant les palais de la justice à Kinshasa. Forum des As note que l'opposition et la société civile accusent les régimes Tshisekedi d'étouffer les voix critiques via la justice et à la sécurité. L'opposition et la société civile appellent à la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques comme Seth Kikouni, Jean-Marc Kabound, Mike Moukebaï, Jacques Sizehara et Gloria Sassita. Gaëtan Kouba-Bouranzi pour les médias en ligne 7 sur 7 qui dit que les forces politiques de l'opposition et de la société civile ainsi que les mouvements citoyens appellent à la libération inconditionnelle de tous ces prisonniers politiques. À la fin, les mémos des organisateurs de cette manifestation a été déposé au bureau du ministre de la Justice. RFI Gaëtan Kouba-Bouranzi nous parle d'autre chose, mais qui également concerne la justice et ces procès Gaëtan Kouba-Bouranzi de la RDC contre les Rwandais qui s'ouvrent dans cette page internationale. RFI titre à sa une RDC, ouverture du procès contre les Rwandais devant la Cour de justice de l'EAC. Gaëtan, ces procès intente au Rwanda par la République démocratique du Congo devant la Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, commencé jeudi 26 septembre à Arusha en Tanzanie. Kinshasa y accuse Kigali d'agression contre l'Est de son territoire et des crimes de guerre par l'intermédiaire de la rébellion du M23. Avant d'examiner cette affaire sur les fonds, la Cour va toutefois commencer par tenir une procédure préliminaire dans la matinée de ce jeudi, au cours de laquelle elle doit statuer sur sa compétence ou non à la juger. Merci beaucoup, Moïse Chamala, pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Très bon après-midi à vous. Merci également. Bon après-midi à vous également, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi ce journal. L'actualité revient à chaque heure. Retrouvez le journal ce soir avec Arlette Boutella dans la grande édition de 19h. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.